Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour de l'actualité. Mardi 4 juin à la une, la CPI demande plus de preuves contre Laurent Gbagbo avant de le juger. Le dossier de l'accusation n'est pas vide selon les juges, mais il doit être assez solide pour aller au-delà de simples supputations. Un nouveau calendrier a été fixé. Au Mali, la médiation de la CEDEAO a porté ses fruits. Les différents protagonistes de la crise malienne sont tombés d'accord sur l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain sur l'ensemble du territoire. Et puis à Madagascar, à l'issue d'une réunion à huis clos, les acteurs politiques ont pris une résolution catégorique. Ils exigent le retrait des candidatures de Andry Rajoelina, Didier Ratsirac et Lalao Ravalomanana. Nous y revenons dans un instant. Laurent Gbagbo devra encore patienter pour savoir s'il sera jugé ou non à La Haye pour crime contre l'humanité. Les juges de la Cour pénale internationale ont demandé au procureur d'apporter des preuves supplémentaires. Un nouveau calendrier a donc été établi. Un document de charge complété devra être remis avant le 15 novembre prochain. Moïse Moncoro. Cette fois-ci, pas d'agitation devant la CPI ni déplacement pour Laurent Gbagbo. C'est dans un document de 25 pages que les juges de la CPI ont rendu leur décision. Une décision contre toute attente. Ils ont estimé que le procureur n'avait pas, jusqu'à aujourd'hui, présenté suffisamment d'informations pour qu'il puisse décider, soit de confirmer ou de ne pas confirmer les charges. Ils ont estimé que les preuves étaient pour l'instant insuffisantes, pas au point de mériter une non-confirmation des charges, mais que ces preuves n'étaient pas suffisantes pour envisager maintenant de prendre une décision sur la confirmation elle-même. Les juges donnent donc jusqu'au 15 novembre au procureur pour compléter son dossier. L'accusation devra notamment fournir des preuves supplémentaires sur l'organisation des forces de Laurent Gbagbo durant le conflit. Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011 après les violences post-électorales qui ont fait plus de 3000 morts. Il a été ensuite transféré à La Haye et devient le premier chef d'État à comparaître devant la Cour pénale internationale. L'accusation souhaite que l'ancien président ivoirien soit jugé pour 4 chefs d'accusation: meurtre, viol et d'autres violences sexuelles, actes de persécution, autres actes inhumains. Mais les refus des juges de confirmer pour l'instant des charges semblent être un nouveau revers pour le procureur. Plusieurs dossiers présentés au cours des 2 dernières années ont déjà abouti à des non-lieux. En attendant la décision des juges sur la confirmation des charges, l'ancien président ivoirien reste incarcéré. Ses avocats qui espèrent un non-lieu peuvent demander une libération conditionnelle. Et quant au procès du vice-président kényan William Ruto, accusé de crimes contre l'humanité, il débutera le 10 septembre prochain, a déclaré la Cour pénale internationale. Autre affaire, celle d'Oscar Pistorius. Sans surprise, l'audience a été ajournée au 19 août pour lui permettre de compléter le dossier. Il s'agira de nouveau d'une audience de procédure préalable à l'ouverture d'un procès pour répondre donc du meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp. Le magistrat a précisé à Oscar Pistorius qu'il demeurait en liberté sous caution jusqu'à cette date. On écoute à ce propos Arnold Pistorius, l'oncle d'Oscar. Cela fait seulement 3 mois depuis la tragédie. Il se bat, mais avec une famille derrière lui, avec sa sœur qui vit avec lui, dans la même maison. Cela l'a beaucoup aidé et nous le préparons. Je n'ai aucun doute qu'il n'est pas un meurtrier. 5 millions de dollars, c'est la récompense qu'offre Washington pour la capture du djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar. L'ancien chef d'AQMI était donné pour mort en avril dernier par le Tchad. Il a menacé de commettre de nouvelles attaques au Niger il y a 10 jours. Washington promet également 7 millions de dollars pour des informations menant à la localisation du numéro 1 de la secte islamiste nigériane Boko Haram, Aboubakar Shekou, responsable de l'attaque de la prison de Niamey samedi dernier. Face à la recrudescence du terrorisme en Afrique de l'Ouest, les têtes d'autres membres d'AQMI sont aussi mises à prix. Au Mali, alors qu'un attentat suicide a visé la maison d'un chef militaire de la rébellion Touareg du MNLA, sur le plan politique, en vue de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain, les choses avancent. Les différents protagonistes sont unanimes pour créer les conditions nécessaires et favorables à la tenue du scrutin. Saladin Gakou. Les protagonistes de la crise malienne sont d'accord sur l'organisation de l'élection présidentielle le 28 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national.
Ce sont les mots de la médiation de la CEDEAO au cours d'une conférence de presse ce lundi à Ouagadougou. Cette concertation qui a abouti à ces résultats a réuni la médiation de la CEDEAO, les partenaires du Mali, un représentant du gouvernement malien, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le MNLA. Selon la médiation de la CEDEAO, des pourparlers directs seront bientôt engagés sous l'égide de la médiation entre le gouvernement malien et les différents groupes armés pour que le processus puisse aboutir dans les meilleurs délais. Sur place et notamment à Kidal, la situation n'est toujours pas rassurante. Un attentat suicide a visé ce mardi la maison d'un chef militaire du MNLA qui occupe Kidal, selon des témoins et des soldats de l'armée malienne. Situé à 1500 km au nord-est de Bamako, Kidal abrite des bases des armées françaises et tchadiennes qui en assurent la sécurité. Le gouvernement malien a réaffirmé que la présence de l'armée malienne dans cette ville n'est pas négociable et interviendrait le plus vite possible avant le premier tour de la présidentielle. En Guinée, reprise du dialogue entre les différents partis politiques. L'émissaire de l'ONU, Saïd Djinnit, mandaté pour faciliter la relance de ce dialogue, a lancé un appel afin de créer les conditions de calme et d'une atténuation des tensions sociales. Les négociations devraient aboutir à un accord permettant le bon déroulement des législatives prévues le 30 juin prochain. Un conclave de 15 heures d'affilée, quelques 80 acteurs politiques malgaches et au sortir une proposition, le retrait des candidatures d'Ange Rajouel, Lalao Ravalomanan et Didier Ratsirac. La Cour électorale spéciale a 48 heures pour retirer ces 3 candidatures. Autre thème abordé, le maintien de la date du premier tour du scrutin. Ahmed Parizou. À Madagascar, la nuit est avancée depuis bien longtemps. Les participants au conclave initié par le Conseil de réconciliation nationale quittent un à un le centre de conférence internationale d'Antananarive. 16 heures de réunion sous le regard presque intimidant et menaçant de l'armée. Mais à l'arrivée, aucun consensus trouvé par les partis politiques malgaches. Il y en a encore certains qui n'ont pas signé l'accord. Il s'agit entre autres de la mouvance Ravalomanan, de la mouvance Ratsirac et de la mouvance ZAF. La mouvance Rajouel a signé l'accord, mais a émis une réserve. L'accord dont parle le président du comité militaire de défense nationale concerne la décision des participants de s'adresser à la Cour électorale spéciale pour qu'elle revoie la liste des candidats, mais surtout en exclure les 3 principaux. Il est signé par la majorité des participants, mais rejeté par 2 des 3 candidats à l'origine du blocage. La seule résolution qui semble avoir obtenu l'unanimité des 92 participants, c'est la date du 24 juillet pour l'élection présidentielle. Tout le monde était unanime à garder la date du 24 juillet pour l'élection présidentielle, laquelle date était fixée par la CENIT et les Nations Unies. Donc on attend le verdict de la Cour. Les regards sont désormais tournés vers la Cour électorale spéciale. Que fera-t-elle? Et surtout, comment réagiront les 3 principaux candidats responsables du blocage politique? En Égypte, 6 mois de prison pour un blogueur militant. Ahmed Douma a été condamné pour avoir qualifié de criminel le président Mohamed Morsi. Il s'agit là de la première condamnation pour injure au chef de l'État en Égypte. Selon l'ONG, 4 fois plus de plaintes similaires ont été recensées depuis l'élection de Morsi en juin 2012 que pendant les 30 ans du règne de Moubarak. Le blogueur a été mis en liberté sous caution dans l'attente de la décision d'une cour d'appel. L'actualité dans le reste du continent, c'est aussi la Libye, l'Afrique du Sud. Mais d'abord, cette question, l'ex-président centrafricain Bozizé a-t-il quitté le Cameroun pour trouver refuge en Afrique du Sud ? L'ex-président centrafricain François Bozizé a quitté le Cameroun où il s'était réfugié après sa chute du pouvoir le 24 mars dernier. Difficile de dire où se trouve aujourd'hui François Bozizé. Certaines sources indiquent que le président déchu de la République centrafricaine aurait embarqué dimanche à bord d'un vol régulier de la compagnie kenyane Kenya Airways à destination d'Afrique du Sud. Une nouvelle terre d'exil sans doute pour l'ex-chef d'État au moment où le nouveau pouvoir centrafricain, qu'il avait déjà inculpé de crimes contre l'humanité, vient d'émettre mandat d'arrêt international à son encontre.
2 ans après avoir participé à la chute de Mouammar Kadhafi, le secrétaire général de l'OTAN a annoncé mardi que l'Alliance Atlantique était prête à aider la Libye à renforcer la sécurité de son territoire. Une annonce en réponse à une requête libyenne. Une mission d'experts envoyée par les Alliés devrait se rendre en Libye pour examiner cette requête et identifier les domaines dans lesquels l'OTAN pourrait apporter son expertise. Les recommandations de cette mission sont attendues d'ici la fin juin. Une chose est sûre, l'Alliance Atlantique n'envisage pas de déployer des troupes en Libye. Jacob Zuma, le président sud-africain, a une nouvelle fois appelé mardi au dialogue. Un appel au lendemain de la mort d'un responsable du syndicat national des mines, tué par des hommes armés dans la mine de platine de Marikana. La fusillade de lundi est survenue dans un climat d'affrontement intersyndical. La mine de platine de Marikana avait été le point de départ l'an dernier d'un long mouvement de grève pour les salaires dans tout le secteur minier. C'est l'Afrique en bref, signé Ahmed Parizeau, Charles Seritou. L'actualité internationale à présent, c'est le monde en bref. En Turquie, nouvelle journée de mobilisation marquée par la mort d'un deuxième manifestant au moment où le Premier ministre Erdogan poursuit sa tournée au Maghreb jusqu'à jeudi. Une enquête rapide et indépendante sur le comportement de la police est en cours. En Afghanistan, 10 enfants qui sortaient de l'école ainsi que 2 soldats de l'OTAN et un policier ont été tués dans un attentat suicide visant un convoi de forces afghanes et américaines. 7 autres civils afghans ont par ailleurs été tués par l'explosion d'une mine dans la province de Laghman. Et puis la colère en Chine au lendemain d'un incendie meurtrier dans un abattoir qui a tué 120 personnes. Une centaine de Chinois ont bloqué la circulation et affronté la police à Dewi, dans la province du Jilin, au nord-est de Pékin. Ils accusent l'exploitant de l'abattoir d'avoir bafoué les règles minimales de sécurité. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. Mais avant, je vous rappelle l'un des principaux titres. La CPI ajourne un éventuel procès contre Laurent Gbagbo faute de preuves suffisantes. Un nouveau calendrier a donc été fixé. Le procureur devra remettre un document de charge complété avant le 15 novembre. Quant à la défense, elle a jusqu'au 16 décembre pour réagir et présenter des éléments de preuve à décharge supplémentaires. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau tour de l'actualité. Excellente soirée à vous tous.